Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr consacré aujourd'hui au marché financier. On est ravis de vous avoir. On fera un bilan à mi-année des marchés financiers et surtout on aura les perspectives de Vladimir Danesi qui est avec nous. Bonjour Vladimir. Bonjour Henri, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vladimir, vous êtes un habitué de ce rendez-vous, de ce webinaire placementdirect.fr. Vladimir qui s'occupe de la gestion, on en parlera un peu plus loin, de la gestion des portefeuilles sous allocation pilotée des contrats assurés par Swiss Life. Voilà, on a voulu faire un point en mi-année parce qu'on sort d'une année 2022 quand même particulièrement compliquée. On y reviendra. Et c'était important de faire un point à mi-année pour se rendre compte des éléments qui peuvent avoir peut-être évolué, des perspectives qu'il pourrait y avoir pour la fin d'année, surtout peut-être des opportunités également d'investissement qu'on pourrait rencontrer actuellement. Donc, on est ensemble pendant 40-45 minutes, c'est le format habituel. Nous répondrons à un certain nombre de questions en fin de présentation. On a eu encore de très nombreuses questions. On en a sélectionné une partie. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, évidemment. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser durant cette présentation, de les mettre en commentaire. Si on ne peut pas y répondre en direct, on répondra dans les prochains jours. Alors, je vous propose, pour débuter cette présentation, j'attends encore quelques secondes que tout le monde puisse se connecter. Je vous propose de faire un point sur le support phare de l'assurance vie, qui avait connu quand même quelques difficultés ces dernières années, puisque le rendement du fonds en euros, c'est plus de 70% dans le cours de l'assurance vie, le fonds en euros, garanti en capital à tout moment, l'actif général de l'assureur. Et donc, on a eu une bonne nouvelle en 2022, on s'y attendait. Elle était un peu meilleure que prévu même, puisque dans la lignée de la remontée des taux d'intérêt qu'on a pu connaître sur les marchés obligataires, on a un rendement moyen du fonds en euros, ça c'est France Assureur qui nous le donne, qui a fortement progressé en 2022, puisqu'on est passé de 1,30 à 2%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un rendement qui est exprimé net des frais de gestion du contrat, mais avant prélèvements sociaux et fiscaux. Donc, il faut retrancher 17,2% à ce rendement. Mais on voit qu'on a changé de direction après des années, voire des dizaines d'années de baisse de rendement du fonds en euros, là aussi, puisque les taux d'intérêt baissaient pendant des années. Et un fonds en euros, je vous le rappelle, c'est entre 70 et 80% d'actifs obligataires. Les assureurs ne peuvent servir que les coupons. La plus-value vient difficilement enrichir le rendement du fonds en euros, sur le rendement en tout cas. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. On pense que ça va encore continuer puisque les taux d'intérêt sont toujours relativement hauts depuis le début de l'année. Donc, ça ne permet pas de compenser l'inflation, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est une nouvelle positive que l'on est content de vous présenter sur l'assurance vie. Et si on rentre un petit peu plus en détail sur les contrats proposés et distribués par placement direct et assurés par Swiss Life, sur cette slide, je vous ai présenter les rendements 2021 et 2022, il y a plusieurs choses qui vont changer. On va en parler. Premier élément de base qui est assez intéressant, c'est que le taux de base, puisque vous savez que le fonds euro des contrats placement direct vie d'Argeling et PER placement direct, ce fonds euro n'a aucune contrainte à l'accès, aucune contrainte d'investissement sur des supports unités de compte, ce qui était quelque chose d'assez remarquable pendant des années, puisque beaucoup d'assureurs avaient contraint l'accès. Ici, il n'y a pas de contrainte, il y a uniquement une incitation à diversifier son contrat pour bénéficier d'un bonus. Mais en tout cas, le taux de base, c'est-à-dire pour des clients, des assurés qui n'auraient que du fonds euro ou très peu d'unités de compte avec leur fonds euro, eh bien, le taux de base est passé de 1% en 2021 à 1,70%. Donc, il y a une augmentation de 70% du taux de base. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qu'il y a également d'assez à noter sur ces rendements du fonds en euros chez Swiss Life, c'est la suppression de la première tranche. Ça, on vous l'avait annoncé l'année dernière. La tranche de bonification entre 30 et 40% d'unités de compte a été supprimée. Il ne reste que les deux tranches supérieures, celle entre 40 et 60 est supérieure à 60. Mais en fait, l'assureur, pour tenir compte d'un effet marché qui a été négatif en 2022 sur beaucoup de supports unités de compte, puisqu'on a eu à la fois les marchés obligataires et les marchés actions qui ont baissé. Du coup, l'assureur, pour ne pas pénaliser une seconde fois, en quelque sorte, les assurés, a décidé de réduire le seuil de déclenchement de ces paliers à 35% et 55%. Ce qui veut dire typiquement un client qui, par exemple, avait 41% d'unités de compte en début d'année sur son contrat et qui se retrouvait à 38 ou 37 en fin d'année du fait de la baisse des marchés, n'était pas pénalisé, avait quand même la bonification sur le fonds euro qui est importante puisqu'on passe de 1,70 à 2,40 et au-delà de 55%, on passe de 2,40 à 3,05. Je vous le rappelle également, pour les clients qui ont confié plus de 250 000 euros à l'assureur, c'est tout foyer, c'est un montant calculé pour tout un foyer.
il y a un autre bonus qui est attribué, qui est de 20 centimes. Ça, ce sont des pratiques de l'assureur depuis de très, très nombreuses années. Alors, ça, c'est la partie fonds en euros. Vous avez compris que le fonds en euros, c'est très bien. La tendance est orientée à la hausse. Pour toi, on a des niveaux d'inflation qui sont très importants. Si on a un horizon et un profil qui permet d'avoir un petit peu de risque dans son contrat, on a tendance à pouvoir y intégrer des supports unités de compte qui, à l'inverse du fonds en euros, ne sont pas garantis en capital à tout moment, mais qui disposent d'un potentiel de performance plus important. Alors là, j'ai pris l'exemple du contrat placement direct vie, assuré par Swiss Life, celui qui a remplacé le contrat d'Argeling. Sur ce contrat, vous avez plusieurs modes de gestion qui sont à votre disposition. Le mode de gestion allocation libre, qui est l'allocation classique, c'est-à-dire qu'ici, c'est vous qui allez sélectionner les supports en unité de compte de votre contrat. Vous en avez le temps, l'envie, les connaissances, c'est quelque chose qui vous intéresse. Dans ce cas-là, ce mode de gestion est tout à fait fait pour vous. Si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas les connaissances, il y a également un mode de gestion que l'on appelle allocation pilotée, qui est une solution un petit peu clé en main. Ici, donc, c'est des professionnels des marchés financiers. C'est Vladimir, en l'occurrence, qui est avec nous, qui va s'en occuper. Dans ce cas-là, vous allez déterminer, selon votre profil, une allocation et vous n'aurez pas à vous soucier et de la sélection et du suivi des supports unités de compte de votre contrat. Ce qu'il faut également noter sur ce contrat, c'est également le cas sur le contrat d'Argeling, il est possible de cumuler ces deux modes de gestion au sein d'un même contrat. Alors, ça peut paraître peut-être bizarre de prime abord, mais en fait, ça peut être assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on remarque que beaucoup de nos clients sélectionnent bien sûr le fonds en euros pour la partie sécurisée, mais également, par exemple, des supports en immobilier, des SCI, des CPI ou des OPCI sur une allocation libre, et ils veulent que l'allocation financière, par contre, les sous-jacents financiers, soient uniquement délégués, soient totalement sélectionnés et suivis par Vladimir et son équipe. Donc, sur ce contrat-là, on peut le faire sur un seul et même contrat, alors qu'il y a beaucoup de contrats sur le marché, ou si vous voulez avoir deux modes de gestion, vous êtes obligé de souscrire deux contrats. Et en termes de tarification, on le répète, on est sur des contrats Internet, sans frais sur les versements, sans frais d'arbitrage. Il n'y a uniquement que des frais de gestion. L'allocation libre sur les unités de compte, donc hors ETF et titres vifs, on est à 0,5% de frais annuels de gestion. Et sur l'allocation pilotée, on rajoute des frais de mandat de 0,4%, donc on est à 0,9% uniquement sur les supports en unité de compte sous allocation pilotée. Alors, si on fait un petit point sur les performances des portefeuilles, justement, on a une performance depuis 10 ans ici. On en avait parlé en fin d'année ou en début d'année sur les performances 2022. On a eu des marchés actions, des marchés obligataires qui ont simultanément fortement baissé. Donc, tous les portefeuilles, y compris les portefeuilles prudents, et encore nous, on s'en tire plutôt bien sur nos profils puisqu'on va mixer du fonds en euros avec des portefeuilles plutôt orientés actions et pas les profils les moins risqués. Mais on a eu des performances, notamment l'année dernière, qui ont été toutes négatives sur les profils P1 ou offensifs. Donc là, vous voyez, le P1, par exemple, c'est 80% de fonds euros, 20% d'unités de compte force 4. Et le profil offensif, c'est 100% d'unités de compte force 6. Donc, on a eu l'année dernière des performances négatives entre moins 70 et moins 18%. Cette année, on est à fin mai, et là, on est net de tout frais, donc net de frais des sous-jacents, net de frais du contrat. Donc, c'est vraiment ce qui a été crédité sur le contrat jusqu'à présent. On intègre actuellement des performances positives sur les 5 premiers mois de l'année qui évoluent entre 0,69 pour le profil le plus prudent à 3,05% pour le profil le plus offensif. On a intégré la performance du fonds en euros à date qui est on est très conservateur sur la performance du fonds en euros pour ne pas quelque part survendre une performance qu'on ne connaît pas encore. Donc actuellement, le fonds en euros, il est quasiment à zéro, pas loin. Mais si on a un rendement en fin d'année à 2, 2,5, je ne sais pas, ça fera automatiquement, ça viendra gonfler les chiffres. Mais on a été très prudent sur le rendement en cours d'année sur le fonds en euros. Voilà pour la partie performance. Je crois que maintenant, c'est à Vladimir qui va nous présenter un peu le contexte plus macro maintenant. Oui, exactement. Merci Henri. Ce que je propose de faire, c'est faire un petit point de situation à la fois marché et économie, et puis aussi quelques perspectives, puisque c'est quand même un peu l'exercice traditionnel auquel on peut avoir tendance à se prêter. Sur l'aspect marché, vous vous souvenez effectivement, on s'est déjà vu entre guillemets au début de l'année. J'avais évoqué des performances particulièrement difficiles en 2022, notamment sur les actions chinoises, actions mondiales, qui avaient été plus à la peine même que les actions européennes, et en particulier aussi, alors la ligne qui est bleu un peu plus clair, qui sont les marchés obligataires, qui étaient, comme l'a évoqué Henri, véritablement
la chose très difficile en 2022 et d'une certaine façon la grosse surprise, parce que c'était vraiment une baisse historique particulièrement prononcée. Alors sur le début de l'année 2023, les choses vont quand même mieux, c'est moins mouvementé. Alors ça va bien, voire très bien sur les actions européennes qui ont bien rebondi, bien de façon un peu plus modérée, pardon. C'est le bleu un peu plus marqué, un peu plus foncé sur les actions mondiales, les actions internationales, et notamment du fait des marchés émergents et de la Chine. On voit qui est en jaune, la Chine qui continue à souffrir un petit peu en termes de marché. À côté de ça, les marchés obligataires, donc le bleu un petit peu plus pâle, si j'ose dire, finalement, peu ou prou, évolue assez peu sur le début de l'année. Attention, les chiffres sont à nuancer en fonction de le marché obligataire, vous le savez, c'est beaucoup de choses potentiellement. Là, c'est un indice qui est représentatif en fait des marchés obligataires de la zone euro, des États et des entreprises dites de bonne qualité. Donc voilà, la situation de marché, c'est ça, c'est après une année très difficile. Moi, je vais qualifier ça d'une stabilisation et un début de rebond sur les parties actions. Alors globalement, ce qui s'est passé d'un point de vue économique, je trouve que de regarder ce qui se passe sur le cours du baril de pétrole, ça donne toujours une petite idée sur les évolutions. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que sur une année, le baril de pétrole a légèrement baissé. Je dirais même si ce n'est pas une baisse énorme, notamment au regard de la hausse qu'on avait pu connaître à partir du moment où en 2020 on était sorti dans les pays développés en tout cas du premier confinement Covid. On avait eu une hausse assez continue marquée, vous voyez le prix a fait plus que doubler sur cette période, même si donc cette baisse est un peu moins marquée depuis un an, à minima ça se stabilise. Donc je dirais que de ce point de vue-là, l'inflation qu'on va qualifier d'énergétique est stoppée sur le pétrole. Alors c'est encore plus flagrant si on regardait un graphique un peu équivalent sur le gaz. Le gaz, on a une montée mais extrême sur toute une période récente. Alors une période récente qui s'est arrêtée il y a à peu près un an. Et en fait sur le gaz, ça a rebaissé de façon quasiment aussi rapide et aussi extrême pour cette fois-ci revenir sur les prix du gaz à des prix grosso modo de avant Covid ou en tout cas avant cette phase d'inflation marquée qu'on a pu connaître. Ce qui nous fait dire que d'un point de vue énergétique, et j'insiste bien sur cet aspect énergétique, la bulle ou en tout cas l'inflation énergétique est plutôt derrière nous. Alors attention, sur l'énergie, il y a toujours un petit phénomène de décalage. Vous le savez, quand vous avez votre facture d'électricité, c'est toujours sur des prix qui sont fixés généralement sur une année et qui correspondent plutôt à des prix passés. Donc, avant que l'on voit effectivement ces phénomènes, et en particulier les hauts gaz, se répercuter sur la facture que l'on reçoit à la fin du mois, il peut se passer un petit peu de temps. Sur le pétrole, en revanche, on le voit, ça se stabilise à des niveaux assez hauts, ce qui veut dire que les prix à la pompe, ils ne vont pas nécessairement baisser tout de suite. Si l'on regarde de façon plus générale l'inflation, je dirais la bonne nouvelle, c'est que là où au tout début de l'année, je dirais le graphique, on voyait déjà cette petite tendance où on avait un petit pic, ça commençait à baisser. Cette baisse continue à se refléter, donc l'inflation reflue de façon assez régulière maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, une année à peu près aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais vous le rappelez, j'en reparlerai juste après, les banques centrales ne sont pas, entre guillemets, parties au même moment et pas tout à fait au même rythme, donc ce n'est pas illogique de voir que l'inflation américaine a commencé à refluer avant. Simplement, alors effectivement, la loupe, elle est bien placée. Il faut regarder, vous voyez, aux États-Unis, qui est la ligne noire, le dernier chiffre, finalement, il y a encore une baisse, mais qui est une baisse bien moindre par rapport aux précédentes. Aujourd'hui, il faut faire attention, si la partie énergie, effectivement, je dirais, il n'y a plus d'inflation, voire on est revenu sur des prix
d'avant cette période fortement inflationniste, il y a beaucoup de choses où ce n'est pas le cas. Notamment dans les matières premières, sur les métaux, que ce soit les métaux précieux ou les métaux industriels, l'inflation peut-être s'est arrêtée, mais le niveau des prix reste le même et à des paliers, à des niveaux assez élevés. Ce que je veux dire à travers ce message, c'est que, attention, ce n'est pas parce qu'on a une inflation qui recule que les prix n'augmentent plus. Ça veut dire qu'ils augmentent moins vite. Et pour retrouver des prix qu'on a pu connaître avant cette période fortement inflationniste, il faudrait de la déflation, il faudrait une inflation négative. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, je ne veux pas que, à travers des graphiques comme ça, on ait un sentiment d'optimisme trop fort sur l'inflation. Je dirais simplement ce que l'on constate à travers ces chiffres, c'est que les banques centrales, ce que l'on va évoquer maintenant, ont bien fait, entre guillemets, leur boulot. C'est-à-dire ce qu'on attendait d'elles, c'est qu'elles fassent en sorte que l'inflation n'explose pas, même si elle a été très forte, hein, elle a été aux alentours de 10% sur l'Europe, mais que surtout assez rapidement, elles redeviennent contenues. Donc vous le voyez, hein, ce graphique, c'était celui que j'avais déjà montré la dernière fois, hein, c'est les hausses de taux successives des banques centrales, en rouge, la Banque centrale américaine, en bleu, la Banque centrale européenne. Alors je suis désolé, il manque un chiffre, puisque la semaine dernière, nos amis banquiers centraux se sont réunis. Alors la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine, ça fait donc maintenant un certain temps, n'a pas bougé ses taux. C'est un premier signe. Alors, signe qu'il faut quand même nuancer, parce que dans leur discours, ils ont indiqué qu'il y aurait d'autres hausses de taux, mais simplement maintenant, ils veulent voir un peu où on en est. Donc, je dirais, on n'est plus dans la lutte tout de suite de l'inflation en ayant du retard. Maintenant, on regarde comment les chiffres évoluent pour, je dirais, un peu s'adapter à la situation. La Banque centrale européenne, elle a continué à monter ses taux encore. Elle a dit qu'elle continuerait à le faire aussi. Simplement, comme vous le constatez sur ce graphique, la Banque centrale européenne a commencé après la Réserve fédérale américaine et surtout elle est montée moins haut. Alors que l'inflation sur l'inflation européenne, était allée sur des niveaux plus élevés. Mais globalement, on voit que les deux banques centrales ont vraiment pris le sujet de façon très très sérieuse, très intense, et finalement ça commence à porter ses fruits sur l'inflation. Alors le cas particulier qui est à noter, et ça peut faire un petit pendant avec la Chine, vous voyez que le gris, c'est la BOJ. BOJ, c'est la Bank of Japan, donc la banque centrale du Japon. Le Japon, ils n'ont pas touché à leur taux. Et pourtant, ils ont eu de l'inflation, et l'inflation commence à refluer. La différence, hein, c'est toujours pareil, le Japon sort de plusieurs décennies où ils espéraient de l'inflation, puisqu'en fait, ils étaient plutôt dans une situation avec une espèce de spirale vicieuse, un cercle vicieux qui les emmenait sur des prix qui baissaient tout le temps. Là, ils n'étaient pas mécontents d'avoir un peu d'inflation. Et finalement, on voit bien hein, que ce pays importe aussi beaucoup. Et le fait que aux États-Unis et en Europe, l'inflation recule, fait qu'il y a ce recul aussi sur la partie japonaise. Le petit pendant que je voulais évoquer sur l'Asie et la Chine, eux, ils sont dans une situation qui est différente dans la nôtre. Hein. Il faut avoir en tête, alors si le marché chinois que j'évoquais tout à l'heure est toujours en certaines difficultés, la Chine, eux, ils sont plutôt en phase de redémarrage et ils sont plutôt essayés de booster un peu l'économie. Donc, c'est l'un des rares pays où ils baissent leur taux, en réalité. Et ils n'ont pas de problème d'inflation, en fait, en Chine. Sur la croissance économique, alors certes, l'un des soucis, je dirais, quand on combat l'inflation, notamment quand les banques centrales combattent l'inflation, le fait de monter les taux, c'est assez simple hein, comme mécanisme. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de crédits qui se répandent dans l'économie et donc finalement qu'il y ait un peu moins de dépenses faciles qui se répandent dans l'économie. Mais quand il y a ça, évidemment, le revers de la médaille, c'est que ça peut impacter la croissance économique. Donc effectivement, la croissance économique commence à être impactée. On voit que sur 2023, aux États-Unis, on anticipe un peu plus de 1% de croissance, ce qui n'est pas très élevé, 0,8 autour sur 2024. Là, les deux tableaux, en fait, c'est
à chaque fois des prévisions de croissance par une sorte de consensus, hein, c'est tous les économistes mondiaux. L'idée, c'est de montrer l'évolution au fil du temps. On avait les prévisions telles qu'elles étaient faites fin avril, là, celles qui ont été faites tout début juin, et qui donnent un peu une idée de comment les choses évoluent. L'évolution, en fait, on la voit, je dirais quasiment pas, il n'y a rien sur les États-Unis. En zone euro, finalement, les chiffres semblent relativement ancrés, hein. C'est pareil, 2023, 0,6, 2024, 1%. En Chine, il y a une légère amélioration, on le voit, hein, sur 2023, et un tout petit peu moins en 2024, mais ça montre que malgré tout, le frémissement commence à avoir lieu. Et au niveau mondial, du coup, il y a une légère amélioration sur 2023 entre fin avril et le mois de juin. Mais globalement, on voit qu'il y a un certain essoufflement. Pour autant, il n'y a pas, en tout cas sur une année civile, d'anticipation aujourd'hui de récession, c'est-à-dire de croissance négative. Alors, on pourra avoir des phases, hein, l'une des phases d'ailleurs qui est déjà presque derrière nous, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, dernier trimestre 2022, premier trimestre 2023, à chaque fois c'est de l'ordre de moins 0,1, moins 0,1, moins 0,2. Techniquement, on est vraiment dans le technique, ça s'appelle une récession. Quand on a 2 trimestres consécutifs où la croissance est négative, ça s'appelle une récession. Maintenant, moins 0,1, moins 0,1, ça reste relativement soft. Donc voilà ce que je voulais faire en termes de situation économique. Maintenant, dans les perspectives, nous, ce que l'on pense, c'est que l'inflation devrait continuer à ralentir. En revanche, il y a un vrai risque pour qu'elle reste à des niveaux plus élevés que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et donc que cette inflation soit un élément qui reste un peu au cœur de l'attention des banques centrales. Elles devraient arrêter de monter leurs taux, les banques centrales, mais les baisses ne devraient pas intervenir avant le courant de l'année 2024, c'est notre anticipation. Et la croissance économique qui est relativement molle, mais des risques de récession qui s'éloignent. Dans ce cadre-là, les actions, pour nous, ça reste un bon investissement. Vous le savez, les actions, c'est probablement ce qui est le plus adapté pour lutter contre l'inflation. En revanche, la nouvelle de cette année 2023, c'est qu'on l'a vu, les taux sont remontés et donc les obligations retrouvent un peu leur rôle de valeur de rendement. C'est-à-dire qu'on a un vrai coupon qui est détaché et il y a moins de risques d'être impacté par une hausse de taux sur la partie obligataire. Et comme on soit en diversification, élément clé, l'Europe par moment, des marchés émergents, les États-Unis au niveau mondial et un bon mix entre actions et obligations. Voilà ce que je pouvais vous dire comme point sur à la fois la partie marché et économique et les perspectives de ce que l'on peut attendre pour les prochains mois. Merci Vladimir. Alors nous allons passer, je crois, maintenant à une partie questions-réponses. Comme vous le savez, on prend toujours beaucoup de questions. On essaye de prendre un maximum de questions lors de nos webinaires. On en a sélectionné une petite dizaine. Première question qui est, je crois, Vladimir, on vous laisse à peine respirer, qui est pour vous. Après j'ai eu le temps de boire un petit verre d'eau, donc ça va. ça va, vous avez eu le temps. Après la hausse des taux, quelle place faut-il accorder aux obligations dans son portefeuille, Vladimir ? C'est ce que j'évoquais juste avant, en fait. Les obligations, pendant des années, on a connu des baisses de taux. On en était arrivé à un point où, sur les obligations, on était avec des taux négatifs. Ce qui n'est absolument pas normal. De se dire qu'il faut donner de l'argent, par exemple, à un État pour qu'il accepte de prendre notre argent pour s'endetter, c'est quand même assez paradoxal. Là, l'État en question, pour pouvoir s'endetter auprès de nous, va nous donner véritablement un peu de rendement, un coupon. Moi, je pense que sur la partie obligataire, on retrouve donc cet aspect rendement et du coup, on devrait retrouver ce phénomène un peu d'amortisseur des obligations. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que tout va se faire de façon tranquille, linéaire, sans qu'il y ait de volatilité. Mais nous pensons que les obligations retrouvent de l'attrait. En revanche, il est certain que
à aujourd'hui, les obligations émises par les États de la zone euro, par exemple, n'offrent pas encore de coupons qui permettent de couvrir de l'inflation. Alors, idéalement, ce qui peut-être va se passer, c'est que les taux d'intérêt des obligations vont rester relativement stables, avec des banques centrales qui devraient beaucoup moins bouger, et de l'inflation qui va continuer à refluer. Donc, à un moment ou un autre, ces taux d'obligations devraient repasser au-dessus de l'inflation. Donc, ce n'est pas le cas pour les obligations souveraines. En revanche, on peut avoir des obligations d'entreprise qui offrent des coupons plus élevés que l'inflation. Attention, du coup, on prend un peu plus de risques. Donc voilà, moi je pense qu'il faut réellement reconsidérer les obligations dans un portefeuille global diversifié aujourd'hui. Merci Vladimir. Alors, question suivante de Marie-Annick, je vais y répondre, qui nous demande comment bien investir avec des ETF. Alors, vous savez, les ETF, également appelés trackers, ce sont des fonds, des produits d'investissement qui permettent de répliquer un grand indice. Très souvent, c'est un indice action, mais pas que, avec très peu de frais. Alors, déjà, comment bien investir avec des ETF? On va se mettre dans le cadre de l'assurance vie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut déjà que le contrat le permette, puisque vous savez qu'en assurance vie, il y a quand même 99% des contrats qui ne permettent pas d'investir dans des ETF. Nous, chez placementdirect.fr, depuis longtemps, on référence de nombreux ETF sur nos contrats. On en a environ 60 sur les contrats assurés par Swiss Life, Placement Direct Vie, Darjeeling et le PER Placement Direct. On en a même 90 sur le contrat assuré par Generali, Placement Direct Essentiel. Ils ont la particularité d'avoir peu de frais, ce type de sous-jacent, puisqu'on est entre 0,25 et 0,40% par an à peu près. Ce sont des bons compléments pour répliquer un indice. Nous, ce qu'on a tendance à conseiller, surtout sur des ETF actions, c'est de le faire de façon progressive, parce que le niveau des marchés, on ne le connaît jamais trop. Si vous êtes pleinement investi sur un marché action potentiellement très volatile, il faut être en capacité d'assumer les à-coups. On estime que de mettre en place un programme d'investissement en versant par exemple chaque mois une somme équivalente, quelle que soit la configuration du marché, sur 2 ou 3 ETF de votre sélection, sur un plan d'investissement de 6 mois, 12 mois ou 18 mois, c'est quelque chose qui va permettre de lisser votre point moyen d'entrée et d'éviter d'investir au plus haut. Et à long terme, c'est peut-être sur les ETF, parce que c'est particulièrement sur ce type de support-là que ça peut être intéressant, ETF Action essentiellement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour constituer une ligne progressivement au sein de votre contrat. Alors Vladimir, question suivante pour vous, c'est une question de Guillaume. Est-ce le bon moment pour investir dans des small caps ou faut-il encore patienter? Alors, moi je pense que les small caps, qui sont donc un pan très particulier du marché des actions, de toute façon, c'est un investissement qu'il faut considérer sur le long terme. Il y a plus de risques structurellement sur les small caps que dans les gros indices. Et donc, je pense qu'il faut le considérer sur le long terme. L'autre chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, du coup, sur ces marchés sur lesquels la volatilité est plus forte, ou si j'osais, je dirais que le cheminement peut être un peu plus chaotique, faut pas hésiter à faire de l'investissement progressif. Si on a une cible à un moment donné d'investissement d'un certain montant sur les small caps, faut pas hésiter à le faire en 4 fois, 10 fois, de façon régulière. Alors effectivement, vous ne serez jamais au meilleur point d'entrée, mais au moins vous ne serez pas au pire, ce qui en soi est pas trop mal. Et à la fin, de toute façon, ce sera, je dirais, plutôt bénéfique. Alors, pour les small caps, il faut avoir en tête 2 petites choses quand même en plus dans les particularités. C'est que l'essence même des small caps fait que ce sont des gestions, ou plutôt pas des gestions, mais des titres que l'on appelle plutôt des titres de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, ils bénéficient d'un rebond de la croissance économique et d'une croissance économique qui se porte bien. Donc aujourd'hui, si on évite effectivement la récession, c'est pas trop mal. Il faut faire attention. Donc les périodes de récession, c'est un peu plus difficile pour les small caps. Autre chose où là, il faut être sélectif, c'est pour ça que je parlais de gestion, c'est ce qui me venait en tête. Dans la gestion ou les gérants que vous choisissez pour vos small caps, il peut y avoir des entreprises endettées dans l'univers des small caps. Avec la hausse des taux, ça sera un peu plus difficile pour ces entreprises. On peut avoir des entreprises qui vont avoir un peu plus de difficultés à se refinancer. Donc, dans le monde des small caps, ça peut aller un peu vite.
Donc, il faut bien choisir par quel biais, par quel support vous investissez sur les small caps, un support bien diversifié et vous offrira, je dirais, un rendement un peu plus régulier. Oui, Vladimir, peut-être aussi ce qu'on peut rajouter sur les small caps, c'est la grande valeur ajoutée de la gestion active des gérants dans la sélection des titres. On parlait des ETF juste avant. Là, ça n'a rien à voir. Un ETF sur un grand indice, quelque part, on peut tout à fait l'envisager. Sur des small caps, c'est quand même beaucoup plus difficile. Exactement. Très bien. Alors, et toujours l'investissement progressif, c'est pour vous constituer un point moyen d'entrée qui ne sera pas le meilleur point d'entrée, comme le disait Vladimir, mais surtout, ça vous évite d'investir au plus haut. Parce que pour tout investissement, c'est d'investir au plus haut qui serait le plus dramatique. Donc ça, c'est une solution qui permet, quoi qu'il en soit, normalement, de ne pas investir au plus haut. Alors, question suivante, question de Jérémy qui nous demande, c'est une question, on a eu beaucoup de questions autour de la pierre papier, autour de l'immobilier d'une façon générale. Quelle perspective pour la pierre papier? Alors, bon, vous n'êtes pas sans savoir, avec la hausse des taux que l'on a connue, l'OAT doit être autour, à 10 ans, doit être autour de 3% aujourd'hui. On était peut-être à 0 il y a 2 ans, ou quelque chose comme ça. Donc, le marché obligataire est corrigé en temps réel, quelque part, puisque le prix d'une obligation s'ajuste en temps réel avec l'évolution des taux. Le marché de l'immobilier, c'est un marché liquide, donc on n'a peut-être pas encore eu réellement de grosses corrections, même si on sent que ça peut arriver. Sur la pierre papier, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce type de marché, ce sont des marchés. Il y a des marchés immobiliers au sein du marché immobilier. La pierre papier, les CPI, les SCI, souvent sont très diversifiés, vont faire du commerce, vont faire du bureau, vont faire de la santé, vont faire du démembrement même. Je pense à la SCI Via Génération. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Il peut y avoir également des CPI ou des SCI qui vont beaucoup investir à l'étranger. À l'étranger, il y a un fonctionnement du crédit qui peut être un petit peu différent, notamment dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Irlande, en Angleterre. Il peut y avoir aussi beaucoup de taux variables, alors qu'en France, on a beaucoup de taux fixes. Donc, le taux variable, ça impliquerait qu'il y ait une correction plus rapide des prix de l'immobilier parce qu'il y aurait certains détenteurs qui seraient obligés, parce qu'ils ne peuvent plus payer leur crédit, de vendre, de mettre sur le marché tout un tas de biens. Donc, après, c'est l'offre et la demande qui fait qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc les prix baissent. Et donc, il y a une correction plus rapide que peut-être sur le marché français où on voit un début de correction sur certaines zones ou certains types de biens, mais ce n'est pas encore très, 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 très marqué. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête sur la pierre papier, c'est que plus que jamais, il faut être très sélectif, à mon avis, depuis quelques mois sur ce type de sous-jacent, bien regarder les zones géographiques, bien regarder si la SCPI ou la SCI est en phase de croissance en termes d'encours, c'est-à-dire qu'elle a une capacité à investir aujourd'hui dans de nouveaux biens immobiliers, dans de nouveaux programmes, quelque part, qui permettent de profiter d'un marché plus fébrile où l'acheteur a réellement pris la main, notamment à l'étranger, mais ça commence à être un petit peu le cas aussi en France, sur ce type d'actifs pour, quelque part, générer pour le futur des croissances aussi bien du rendement que de valorisation de départ. Voilà, donc vraiment beaucoup de sélection sur la pierre papier, mais il y a certainement des choses intéressantes et puis on en reparlera nous prochainement chez placementdirect.fr. Alors, question suivante. Vladimir Michel qui nous demande: les taux vont-ils rebaisser? Et si oui, sous quel délai? C'est pas une question facile, ça. Tout dépendra en particulier de l'inflation. Autant nous pensons que d'ici cet automne, grosso modo, les banques centrales vont arrêter de monter leurs taux. Ou tout au moins, s'il y a encore des hausses, ce sera relativement limité. Autant rebaisser, alors là je passe en partie à la deuxième partie de la question, pas avant l'année prochaine. Et j'ai envie de dire, j'espère pas avant, parce que si les taux commencent à rebaisser avant, ça sera pas très bon signe. Parce que si les taux rebaissent, ça veut dire que l'économie, finalement, on rentre dans une période difficile avec potentiellement une récession devant nous. Donc, rebaisser, je dirais oui, parce que de toute façon, pour lutter contre l'inflation, les banques centrales font ce qu'on appelle donc du resserrement monétaire et grosso modo, pour faire simple, les taux d'intérêt, il y a un niveau un peu d'équilibre moyen qui fait que sur le long terme, l'inflation est bonne et l'économie est bonne. Comme on avait de l'inflation forte, les banques centrales sont allées au-delà de ce taux un peu d'équilibre et la logique voudrait que les banques centrales reviennent doucement vers des taux d'équilibre.
En zone euro, on peut estimer que le taux d'équilibre, c'est entre 2 et 3% pour les taux de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 4. Donc, vous voyez, il y aura un chemin qui devrait amener à nouveau une baisse de taux. Sous quel délai? Ça sera vraiment dépendant de l'évolution de l'inflation, si elle rebaisse suffisamment rapidement vers la cible. Ne pas oublier, la cible de la Banque centrale européenne, c'est une inflation à 2%. On en est encore très très loin. Je l'évoquais tout à l'heure, on est sur des niveaux aux alentours de 6 sur la zone euro, ce qui reste très très élevé. À 4, on commencera à se dire qu'on s'en est bien rapproché. Mais voilà, donc rebaisser, oui, très probablement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il reste à un tel niveau. Sous quel délai, c'est très compliqué, pas avant 2024 à mon avis. Merci Vladimir. Alors, une question de Yannick qui nous demande où placer la somme de 300 000 euros en 2023. Alors là aussi, c'est une question très difficile de répondre à cette question-là. Yannick, ce qu'il faut, à mon avis, il y a deux sujets. Il y a non seulement le projet que vous avez, l'objectif patrimonial que vous avez avec cette somme d'argent qui va, lui, directement derrière, déterminer un horizon d'investissement. Si vous avez, par exemple, comme projet avec cet argent d'acheter une résidence secondaire, je dis n'importe quoi, dans 4 ans, vous aurez un horizon relativement court. Si c'est un objectif de transmission pour vos enfants, par exemple, avec donc un horizon de transmission très très lointain, on l'espère le plus lointain possible, bien sûr. Si vous souhaitez préparer votre retraite avec cette somme-là, ça va quand même jouer sur votre horizon. Et plus votre horizon est long, plus la capacité à prendre du risque au sein de votre investissement est importante. Ensuite, il faudra bien sûr coller à votre profil d'investisseur. Il y a des épargnants qui, même s'ils ont du temps devant eux, sont totalement averses au risque et ne veulent absolument pas prendre de risque avec leur épargne, quitte à ne pas forcément gagner énormément, avoir un rendement très fort sur leur investissement. D'autres, à l'inverse, s'ils ont du temps devant eux, sont en capacité d'assumer les à-coups, les soubresauts des marchés, de voir la valorisation d'un investissement monter comme baisser. Dans ce cas-là, ils peuvent prendre un petit peu plus de risques. Donc, c'est très compliqué. Il faut faire un point, à mon avis, avec votre conseiller pour bien déterminer votre projet, votre objectif et la capacité à prendre du risque. Et derrière, bien sûr, l'enveloppe la plus adaptée. L'assurance vie, c'est le couteau suisse du patrimoine. Donc, très souvent, on y pense parce que ça permet de répondre à beaucoup d'objectifs. Mais peut-être que ça peut être autre chose aussi, de toute façon. Alors, une question de Jean-Paul. Vladimir, j'ai des fonds investis sur la Chine. Faut-il les conserver? Je pourrais y passer des heures presque sur cette question-là. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la Chine n'est pas du tout dans la même situation que l'Europe ou les États-Unis. Je dirais, pour faire simple, il faut avoir en tête que la Chine a eu un traitement du Covid qui a été violent, je vais utiliser le terme violent, et qui a duré plus longtemps que chez nous. La sortie des confinements systématiques Covid, c'est de l'automne dernier, donc c'est assez récent. Et donc, il y a eu un impact quand même très très fort sur l'économie. Pour autant, je dirais, celle-ci a relativement tenu, mais grosso modo, les entreprises, c'était compliqué. J'ai vu il n'y a pas longtemps un gérant sur les actions chinoises, c'est un Chinois qui vit à Hong Kong, et je trouve qu'il m'a fait une analogie à un moment qui était assez intéressante. Il me dit, la Chine, c'est un peu comme un patient qui vient tout juste de sortir de soins intensifs. Ça va mieux, indiscutablement. En revanche, il ne faut pas lui demander de courir un 100 mètres. Et donc, l'idée est là, quoi. Ça va mieux, simplement, ça va prendre du temps, ça ne va pas repartir comme ça sur un claquement de doigts. Les choses doivent se remettre en place. Il ne faut pas oublier qu'outre le Covid, il y a eu des soucis sur l'immobilier en Chine, qu'ils règlent petit à petit, là aussi, mais tout ceci a concouru à un certain nombre de difficultés. Donc, c'est un pays sur lequel il faut être patient, un marché des investissements avec lesquels il faut être patient. Il faut juste garder en tête une chose, l'investissement sur la Chine, ça n'a absolument rien de défensif. C'est un pari dynamique, voire qu'il faut mettre dans une gestion offensive un peu agressive. Ça reste un marché émergent, ça reste un marché dans lequel il peut y avoir des chocs de temps en temps. Alors après, sur la durée, normalement,
on devrait, je dirais, bénéficier d'investissements sur cette zone, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je dirais, si vous les avez de toute façon, j'ai envie de dire, faut être patient et les conserver, les garder dans un coin, pas regarder cet investissement trop régulièrement. Une fois par an, se poser la question où j'en suis et voir si c'est arrivé à un niveau qui vous satisfait. Peut-être dans ces cas-là réfléchir, mais voilà, se dire que c'est du fonds de portefeuille dans un portefeuille dynamique et que l'on regarde de temps en temps sur long terme. Merci Vladimir. Alors une question de Pierre ça rejoint un petit peu les questions qu'on avait pu avoir avant, hein. J'ai un horizon de 4 ans, quel support d'investissement dois-je privilégier dans mon contrat? Alors voilà, un horizon de 4 ans, automatiquement, Pierre doit avoir une allocation de son contrat relativement sécurisée, hein. Donc soit il ne se pose pas de questions et il va investir sur du fonds d'euros garanti en capital à tout moment, dont les rendements sont en train de reprogresser. Ce sera certainement très compétitif. Soit il accepte de prendre en plus du fonds d'euros. De toute façon, la base, ce sera une grosse partie de fonds d'euros, hein. On ne peut pas faire beaucoup plus. Soit il accepte de faire une partie 10, 20, 30% de son contrat sur des supports unités de compte. Dans ce cas-là, il prend des sous-jacents financiers, une allocation pilotée, pourquoi pas sur un profil pas trop dynamique. Sinon, pourquoi pas regarder quelques supports qui peuvent être qu'on appelle aujourd'hui des fonds datés. Je crois que Vladimir en reparlera un petit peu après, mais qui peuvent quelque part vous donner sur une perspective relativement courte de quelques années, loquer quelque part un rendement pas certain, mais un rendement, une forte visibilité sur le rendement et profiter de la hausse des taux obligataires aujourd'hui sans prendre trop de risques quelque part sur votre investissement. Donc, il y a des solutions comme ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'horizon est quand même relativement court. Donc, il faut avoir une allocation très sécurisée là-dessus. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Une question de Lola, Vladimir. Alors justement, voilà, vers quel type de fonds obligataires à échéance s'orienter? J'en ai touché 2 mots, mais Vladimir, vous serez bien plus à même que moi d'y répondre. Alors en fait, c'est une question qui est très vaste, si j'ose dire, parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans la définition d'un fonds obligataire à échéance. Alors, le premier paramètre qui est le plus évident, c'est l'échéance. Ça paraît être un peu une tautologie, mais n'empêche que ça a de l'impact, hein. Un fonds à échéance à 2 ans, c'est pas le même risque qu'un fonds à échéance à 10 ans. Et c'est pas du tout le même horizon d'investissement, c'est pas le même projet. Dans les fonds obligataires à échéance, vous pouvez avoir des fonds obligataires dans lesquels vous avez de l'investissement principalement, par exemple, sur les grands pays de la zone euro, ou vous pouvez avoir des fonds obligataires à échéance dans lesquels vous avez des marchés émergents. Là non plus, le niveau de risque n'est pas le même. Alors le niveau de rendement attendu, lui aussi, probablement sera peut-être plus attractif avec des marchés émergents, mais le risque ne sera pas le même. Enfin, et il y en a d'autres, hein, mais dans les principaux paramètres, vous pouvez avoir des fonds obligataires à échéance dans lesquels il s'agit principalement d'obligations d'État, et vous en avez d'autres où il s'agit principalement d'obligations d'entreprise, voire même d'entreprises. Alors le terme technique, on dit de high yield, ce sont en fait les entreprises de moins bonne qualité qui potentiellement peuvent être en difficulté. Alors, du fait de ce potentiellement peuvent être en difficulté, elles offrent effectivement là aussi des taux de rendement beaucoup plus intéressants. Mais vous pouvez vous retrouver avec une entreprise qui ne rembourse pas. Sans aller trop loin dans diverses choses, vous avez vu probablement passer dans les informations récemment que Casino a quelques difficultés. Casino, ça fait maintenant des années et des années que la dette est régulièrement restructurée. Là où on espère être remboursé, ben non, en fait, on sera remboursé encore après, encore après, encore après. Donc voilà, il peut y avoir différentes choses et je dirais, pour faire simple, plus l'échéance est longue, plus potentiellement il y a du risque. Plus vous avez des pays un peu exotiques, entre guillemets, plus potentiellement vous pouvez avoir du risque. Plus vous avez d'entreprises potentiellement en difficulté, plus il y a du risque. Donc après, moi je dirais tout dépend du niveau de risque que vous souhaitez avoir, de votre projet. Si vous êtes plutôt sécuritaire, fonds obligataires à échéance assez courte, plutôt des obligations uniquement de pays de la zone euro et d'entreprises de bonne qualité. À l'inverse, si vous voulez pas spéculer, mais être sur un produit beaucoup plus dynamique,
vous pouvez aller plus loin, des marchés émergents, pourquoi pas de la Chine. Sur les marchés émergents, je vous rappelle, les fonds obligataires à échéance qui avaient, il y a maintenant 18 mois, des expositions sur la Russie, il y a une partie du fonds qui, pour l'instant, est à zéro. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir. Et donc aussi les obligations, les entreprises dont la qualité aura un impact. Donc, vers quel type, je dirais, tout dépend véritablement du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter dans votre portefeuille. Très bien. Merci Vladimir. C'était la dernière question. Merci beaucoup Vladimir d'avoir été présent encore une fois avec nous. Merci Henri et merci à vous tous pour votre écoute. Pour ce webinaire, n'hésitez pas à retrouver en replay sur notre site. On a un nouveau site, placementdirect.fr, donc vous pourrez retrouver dans nos actualités le replay de ce webinaire, sur les réseaux également. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez des idées de sujets qui vous plairaient, l'investissement responsable, la retraite. Il y a plein de sujets actuellement dont on parle beaucoup. Est-ce que vous souhaitez qu'on en fasse un webinaire? N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Et puis, on en tiendra compte. On répondra aux questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui par mail dans les prochains jours. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.